Ça, c'est une question qu'on va poser des tonnes de fois. C'est toujours emmerdant pour moi d'y répondre parce que bon, je pourrais faire des réponses faciles, hein. Je pourrais dire ah oui, j'ai toujours rêvé de faire ça depuis que j'avais 5 ans, ou depuis que j'ai vu tel film super important que j'ai bien sélectionné en amont, et c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma. En réalité, à l'âge où je suis maintenant, franchement, tout ça, c'est très 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 vieux, et c'est plutôt un souvenir flou. Donc, ça a commencé de manière assez précoce, malgré tout, parce que voilà, j'ai des flashs de films que mes parents m'ont emmené voir au cinéma quand j'étais gamin, hein, des trucs aussi top que Il était une fois dans l'Ouest, ou aussi pourri que Flash Gordon, même si j'ai un super souvenir de Flash Gordon quand j'étais gamin et que je l'avais vu au cinéma. C'est quelque chose qui est venu, la passion, elle est venue progressivement, en fait. Et ce que je sais, c'est que j'ai demandé, je devais avoir, puisque c'était en 1981-1982, je pense que je devais déjà avoir 10-11 ans. C'était moi qui demandais à mes parents de m'accompagner, parce qu'à l'époque, il y avait des films interdits de moins de 13 ans, sauf si on était accompagné. Et j'avais demandé à mes parents de m'amener voir Mad Max 2 et de m'amener voir Blade Runner. Donc je pense que j'avais déjà une forme d'envie de découvrir ça, j'étais très curieux déjà. Ça veut dire que ça vient probablement un petit peu en amont. Voilà, pour moi la passion, je ne peux pas te dire, elle a commencé sur un film qui aurait été tout d'un coup une révélation. C'est pas ça, il y a des films qui m'ont marqué, ça c'est une évidence. Le jour où j'ai vu Conan le Barbare, ça m'a marqué. Le jour où j'ai vu les 10 commandements, ça m'a marqué. Et à chaque fois, je pense que de toute façon, toutes les passions, je pense que c'est le fruit de plein d'éléments différents. Moi, j'ai toujours dit, même dans d'anciens entretiens, j'ai toujours dit que une passion assez obsessionnelle, celle sur laquelle on se focalise pendant tant d'années, on vit à travers elle et tout ça, il y a toujours une réponse un petit peu névrotique à quelque chose de ta vie, à quelque chose de personnel, un vide que tu as besoin de combler, quelque chose que tu as besoin de fuir à un moment donné. Enfin, moi, j'en suis, moi, personnellement convaincu. Je sais pas, il y a probablement d'autres personnes qui ne vivent pas ou qui n'ont pas vécu leur passion de la même manière, mais moi, je pense que ça correspondait très probablement à des manques, ou très probablement à besoin de me projeter sur le fantasme d'un écran, peut-être parce qu'il y avait des choses dans le réel qui me perturbaient étant jeune, je ne sais pas. Mais je sais que c'est venu progressivement. Là où c'est vraiment, par contre, concrétisé comme quelque chose qui me fascinait, c'est qu'il y a eu tous ces tâtonnements quand j'avais probablement, j'ai dû découvrir le cinéma à 8-9 ans, enfin ce dont j'ai des souvenirs, et puis demander à mes parents d'aller voir Blade Runner et Mad Max signifiait déjà que j'avais une envie à l'âge de 10-11 ans, et je pense que par la suite, c'est la découverte. En fait, je me suis intéressé à ça, puis j'ai commencé à lire des magazines. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir les grands fantastiques, Starfix. J'étais en âge d'acheter ces magazines-là, et puis j'ai commencé à dévorer ça. Et je pense qu'en réalité, la passion, elle a commencé à se construire vraiment à partir de ce moment-là. C'est-à-dire ces magazines-là, à l'époque, je te dis, je ne sais plus exactement quel magazine c'était, mais il y a eu toute cette période Starfix, Écran Fantastique, Mad Movies, qui m'ont fasciné, et que j'ai commencé à dévorer, quoi. Et plus je les dévorais, plus j'avais envie de découvrir les films que je lisais, dont j'entendais parler dans le magazine, et donc après, voilà, les sorties de films commençaient à devenir des attentes et tout, et puis petit à petit, c'est devenu quelque chose de boulimique, quoi. J'ai souvenir, par exemple, du premier film que mes parents m'ont autorisé à aller voir tout seul, en me rendant tout seul à Toulouse, en prenant le bus. J'avais 13 ans, et le premier film que je suis allé voir tout seul, que je voulais absolument voir, c'était Commando avec Schwarzenegger. Donc, je ne sais plus, j'avais 13-14 ans, quoi. Et donc voilà, ça a vraiment commencé dans les années 80. J'ai eu la chance, parce que les années 80, c'était quand même... C'est une période assez incroyable au niveau cinématographique, et je pense que ça a aussi en partie joué. C'est que j'allais voir des films qu'en tant que mioche,
étaient des films qui me faisaient fantasmer sur leur dimension aventureuse, épique, fantastique, horrifique, tout ça, et qui étaient accessoirement de très grands films, et ils restent encore aujourd'hui considérés comme de très grands films. Donc peut-être qu'il y a eu cette façon de... Voilà, une découverte qui a coïncidé avec ce que je considère être un grand moment du cinéma, et qui fait que c'est parti très très vite par la suite. Après, rétrospectivement, on peut toujours me dire, on fantasme ces années de jeunesse, et peut-être que parce que j'étais jeune, je trouvais ces films exceptionnels, et que du coup, je les idéalise, et que... mais je pense pas, parce qu'encore aujourd'hui, quasiment 30 ans plus tard, les films que j'ai découverts moi à cette époque au cinéma en étant gamin sont encore aujourd'hui considérés comme des films de référence. Preuve en est que j'étais tombé probablement à une bonne période. Et puis l'autre chose, parce je parlais de trucs, il faut que je me calme parce qu'on me met 20 centimes et je parle une heure, mais quand je parlais probablement de frustration, on est souvent en réaction quand on est gamin, donc il y a des choses qu'on fuit, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais dont on s'évade à travers la fiction, à travers les fantasmes. Et puis il y avait aussi une autre réalité, c'est que moi j'étais tiraillé entre un père qui était très cinéma de genre, hein, c'était un mec qui adorait voir des westerns et des choses comme ça, et qui se posait pas du tout des questions là-dessus, c'était vraiment un spectateur lambda, il regardait ça avec pur plaisir, et j'avais une mère très très intello qui elle, voyait dans le cinéma une forme d'art, et c'était marrant parce qu'en même temps que moi, je n'avais qu'une idée, c'était d'aller voir le dernier Schwarzenegger ou d'aller voir le dernier Indiana Jones. Ma mère me serinait avec Romer, Godard, Truffaut, le grand cinéma, le cinéma noble, le cinéma intellectuel. Et du coup, c'était marrant parce que je voyais un peu les deux en même temps. J'ai un peu été finalement, je m'initiais moi-même tout seul dans mon coin sur ce cinéma qui était considéré comme un cinéma de sale gosse. Et d'un autre côté, ma mère m'apprenait des grandes œuvres d'art, entre guillemets, celles qu'il fallait connaître. Donc en fait, assez rapidement, j'ai compris qu'il existait des écoles, qu'il existait plusieurs façons de faire du cinéma de manière complètement différente, qu'il y avait des propos différents, qu'il y avait une mise en scène différente, qui produisait des émotions différentes. J'étais pas capable de les analyser, je me posais pas ce genre de questions à l'époque, mais voilà. Donc je pense que c'est né comme ça. Enfin, ma passion en tant que cinéphile. Et évidemment, voilà, quand on tombe à la période de la guerre des étoiles, Conan le barbare, Indiana Jones, Terminator, tous ces trucs-là, voilà, ça m'a rendu complètement, je sais pas. Alors, premier projet professionnel, je vais le prendre littéralement, genre quand j'étais ado, qu'est-ce que j'avais envie de faire comme métier, j'imagine. Vu ma passion du cinoche depuis l'âge de vraiment conscientiser, je pense, autour de 12-13 ans, à partir de là, je ne pensais plus que cinéma, Et c'est vrai que, voilà, à 15-16 ans, j'avais envie de faire des films, du coup, c'était ça que j'avais envie de faire. J'avais adoré tous ces films que j'adorais voir au cinéma, j'avais envie... j'ai jamais fantasmé sur autre chose qu'être celui qui pouvait écrire ou fabriquer ces films-là. Donc, si on devait dire stricto sensu un projet professionnel, j'ai très tôt eu envie ou d'être réalisateur ou d'être scénariste, parce que c'était la première chose qui me venait quand je voyais ces films-là. Je me disais, ça doit être génial d'imaginer ces univers, d'imaginer ces mondes, voire de les écrire. Donc, mon premier projet, c'était d'être ça. Et d'ailleurs, j'ai essayé de le donner assez rapidement, puisque à 18 ans, je me suis barré à Paris pour faire des études, mais c'était un prétexte. Je voulais faire un DUG, histoire d'avoir les 2 ans d'études nécessaires pour pouvoir passer le concours de la FEMIS. Et j'étais con à l'époque, je pensais que ça pouvait servir à quelque chose de faire la FEMIS. Mais toujours est-il qu'à 18 ans, je l'imaginais. Et donc, je me suis lancé dans le concours FMI. C'est un très long concours, hein, son concours qui prenait 6 mois au moins, avec plusieurs épreuves différentes, que j'ai réussi tout à passer, et je suis arrivé parmi les derniers, jusqu'au dernier stade du concours, qui était le grand oral face, j'imagine, je ne me rappelle plus, mais c'était les professeurs et le directeur de l'école, et je n'ai pas été pris sur ce dernier truc. C'est pas plus mal, au final, parce que j'aurais probablement été formaté d'une autre manière. Quoique, peut-être pas.
Peut-être que j'y serais rentré, que je me serais cassé parce que j'aurais trouvé ça bidon. Mais toujours est-il que voilà, donc c'était devenu un premier projet professionnel. Et puis en parallèle, moi j'ai découvert, plus tard que le cinéma, mais j'ai découvert le jeu vidéo, ça a quand même été super important pour moi. Encore une fois, une passion qui était peut-être née elle aussi d'une fuite en avant, d'une frustration, j'en sais rien, enfin toujours est-il que j'ai été très rapidement fan de jeux vidéo, ça m'intéressait aussi, un peu par dépit, alors je savais pas trop, j'avais raté la féministe, je me demandais, alors je continuais un petit peu mes études par défaut, et en même temps il fallait que je commence à gagner de la thune, et puis étant passionné de jeux vidéo, et puis comme je lisais des magazines de jeux vidéo, bah, tout simplement un jour j'ai répondu à une annonce où ils cherchaient des testeurs, ils cherchaient des gens qui savaient écrire un tant soit peu, qui étaient passionnés par le jeu vidéo, j'ai répondu à l'annonce, j'ai été pris, donc c'était super, et du coup mon premier vrai boulot, la première thune que j'ai jamais gagnée, je l'ai gagnée en testant des jeux vidéo. Et je me rappelle encore du jeu, ça s'appelait Steel Harbinger, et je sais même plus sur quelle console c'était, PS1 ou PS2, et c'est le premier texte que j'ai jamais écrit dans un magazine qui à l'époque s'appelait CD Console, si je ne m'abuse. Et du coup voilà, donc ça c'était mes premiers trucs, enfin mon premier vrai truc professionnel c'était ça. Mon premier projet c'était de réaliser un film, mais j'ai pas réussi à le faire au moment où je le voulais. Et donc tout en faisant en parallèle mes études, continuant en parallèle des études d'histoire de l'art et tout ça, qui ne me servait à rien, sinon probablement à en faire réfléchir, j'ai commencé à bosser dans la presse jeux vidéo. Puis après, les choses se sont faites de fil en aiguille. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Ça, c'est une question compliquée. Honnêtement, c'est une question compliquée parce que je ne voudrais pas répondre à la place des gens avec qui ces sujets peuvent être évoqués, sur ma femme et tout ça. Je ne sais pas si c'est vraiment une question de fierté. Peut-être que le truc dont il n'y a pas de choses que j'ai fait plein de choses dans ma vie très différentes. Après, de là à dire qu'il y a quelque chose dont je suis extrêmement fier, peut-être deux choses. Mais je ne m'en rendais pas compte au moment évidemment où je les faisais. La première, c'est lié à OP Frisson. Parce que l'air de rien, quand j'ai commencé à faire cette émission il y a très longtemps, jamais j'aurais imaginé que d'abord elle ait cette longévité et que j'allais la faire aussi longtemps. Et c'est même moi qui ai voulu la continuer, des fois à des périodes où j'avais pas forcément besoin de la continuer. C'est bien qu'elle remplissait son office en ce qui me concerne, mais c'est plutôt le temps qu'il a fallu, enfin le temps qu'il a fallu, mais c'était peut-être le temps nécessaire, c'est... En fait, j'ai ressenti une forme de fierté quand j'ai rencontré des mecs, et ça c'était au bout de 10-12 ans d'OP Frisson, c'est-à-dire même relativement récemment, il y a peut-être 3-4 ans, où j'ai commencé à voir des gens dans des milieux professionnels que je rencontrais, voir des gens dans la rue ou dans des soirées, ou dans des choses comme ça, qui venaient me voir et qui me disaient c'est toi qui as fait ma culture cinématographique, je te remercierai jamais assez, j'ai envie de faire des trucs, ton émission elle était géniale et tout. Et ces mecs-là me disaient qu'ils regardaient cette émission depuis qu'ils avaient 12 ans. Et j'avais en face de moi des mecs de 22, 23 ans. Et je me disais, oh putain. Je me disais, cette émission, elle a quand même été regardée par des mecs qui ont commencé à la mater, ils avaient 12-13 ans. Comme moi quand j'ai commencé à découvrir le cinéma. Et qui, 10 ans plus tard, l'avaient regardé, a eu un impact énorme sur eux, en tout cas ceux qui m'en disaient. Et c'est bizarre, c'est difficile à expliquer, mais tout d'un coup, j'ai un peu pris la mesure de cette émission par rapport à ces gens, et je me suis dit, putain, cette émission, elle a touché des gens, elle a fait réfléchir des gens, elle a marqué des gens. Il y a des gens qui me disent que j'étais important pour eux, simplement à travers cette émission que je faisais. Alors évidemment, hein, on parle de trucs de niche, hein, j'ai aucune prétention là-dessus. Pour moi, j'ai toujours su que c'était une toute petite émission faite dans la cave de Canal+, mais voilà, peut-être un truc dont je suis fier, c'est que je me suis dit, ah ben tiens, moi, il y a un truc qui est revenu souvent, c'est des gens qui me disaient, tu as mis des mots sur des choses que je n'arrivais pas à expliquer à des gens qui critiquaient mes goûts. Et je me suis dit, putain, mais c'est cool ça.
En fait, si des mecs qui étaient des passionnés, je dis n'importe quoi, de Schwarzenegger ou de James Cameron ou de John McTiernan et qui se retrouvaient face à du prêt-à-penser idéologique qui les renvoyait à l'infantilisme que ces films étaient censés représenter, que tout d'un coup ils aient pu avoir la structure de démonstration, les mots, le vocabulaire, les idées pour arriver à défendre et à retourner ce qu'on leur disait. Je me suis dit, putain, si j'ai pu aider des mecs à poser des mots là-dessus et à exprimer leur ressenti, c'est génial. Donc c'est génial parce que du coup j'ai convaincu. Du coup ma vision à moi du cinéma, qui n'est que la mienne, hein, elle a peut-être fait des émules aussi, et peut-être que, surtout aujourd'hui, alors où je trouve que le cinéma devient globalement catastrophique, il y a pu avoir des gens qui ont grandi en se posant les questions que je m'étais posées et en trouvant des réponses qui leur permettent de défendre leur bout de gras, quoi. Donc surtout si c'est des gens qui veulent faire du cinéma plus tard, ce qui va être très difficile pour eux, mais surtout s'ils ont regardé mon émission, mais j'ai trouvé ça cool, donc ouais, fierté peut-être pour ça, fierté pour ce qui est devenu l'émission et l'impact qu'elle a eu sur certaines personnes, et sur certains jeunes aussi, même si j'ai eu des fois des vieux qui venaient me féliciter aussi, c'était assez marrant, mais voilà, donc d'avoir touché une certaine partie d'une génération, ça j'en suis fier. Et après je suis, mais alors ça c'est plus intime, plus personnel, en termes de projets professionnels, j'ai écrit beaucoup de scripts, très peu sont devenus des films pour X raisons. Et il y en a un ou deux que je suis très très fier d'avoir écrit. Il y a un ou deux scripts où quand je les ai terminés, je me suis dit putain, si ça devenait un film tourné par un bon réalisateur, ce serait un putain de film. Et donc je suis fier d'un ou deux scripts que j'ai écrits, pas beaucoup, parce que j'en ai écrit beaucoup des scripts, et il y en a qui sont vraiment pas terribles, mais un ou deux dont je suis très très fier. Voilà. As-tu des projets en préparation? Alors ça c'est la grande phrase dans le milieu du cinéma, on a toujours plein de projets, alors j'ai plein de projets, j'ai une discussion, j'ai ci, j'ai ça. Des projets, moi j'en ai toujours eu, oui aussi, mais j'en parle très peu parce que je sais très bien que ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. Donc globalement, je réponds peut-être en amont à une question que je crois que vous posez après. Là, je viens d'intégrer un studio de jeux vidéo, un studio d'Ubisoft. Donc ouais, j'ai quand même un gros projet de jeux vidéo sur lequel je travaille beaucoup, quasiment à plein temps. Depuis 5-6 ans, en parallèle de OP Frisson, en parallèle du taf que je faisais aussi déjà pour Ubisoft et différents trucs, j'ai écrit beaucoup de scripts, comme je viens de vous dire, et beaucoup de commandes. Donc je fais partie quand même de ces scénaristes assez chanceux qui ont eu des commandes, qui sont payés pour écrire des commandes, même si ces commandes ne deviennent pas forcément des films, parce que c'est très très long et c'est de plus en plus compliqué, surtout pour un type comme moi qui écrit plutôt du cinéma de genre. Déjà que c'est pas facile le cinéma de genre à produire en France, en plus avec ma vision à moi, mes exigences à moi et tout ça, peut-être que ce n'est pas dans l'air du temps, peut-être que les producteurs qui m'ont financé l'écriture de ces scripts n'ont pas réussi à avoir, comme on dit, toutes les étoiles qui s'alignent pour que les projets puissent se mettre en branle. Des fois, ça a été à ça de se faire. Des fois, ça n'a jamais été au-delà de la première version du script. Donc, il y a plein de cas différents. Donc, en tout cas, ils existent. Et j'ai toujours plusieurs scripts qui sont dans les mains de producteurs, dont certains où j'ai même signé des contrats pour les réaliser et qui sont en attente. Certains depuis peu de temps, certains depuis... je les ai écrits il y a au moins 4-5 ans et c'est toujours dans des tuyaux, c'est toujours lu par des gens, ça intéresse toujours certaines personnes, mais après il faut trouver la thune, il faut trouver les gens qui font confiance, il faut trouver le bon moment, il faut que le sujet corresponde à certaines attentes étriquées du milieu du cinéma, et voilà. Donc des projets, j'en ai toujours plein, hein. J'en ai toujours en scénario, j'écris encore, là je suis par exemple typiquement en ce moment en train d'écrire un projet de concept de série qui m'a été commandé. Donc voilà, je fais toujours en parallèle
le jeu vidéo et le cinéma, et puis on verra bien ce qui se passe. À l'heure actuelle, quelle est ton implication dans le domaine du jeu vidéo? Bon, ben, j'ai déjà répondu plus ou moins. Hein. J'ai intégré un studio d'Ubisoft, je ne peux pas dire lequel, et je travaille en créa sur un jeu, et je ne peux pas dire lequel, mais qui n'en est qu'à ses débuts. Il en est qu'à ce qu'on appelle une phase de conception. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je travaille sur une franchise relativement connue d'Ubisoft, ce qu'on appelle des AAA, donc c'est des gros jeux qui sortent à l'international. Donc je travaille sur le nouvel opus d'une franchise d'Ubisoft. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et le jeu ne sortira pas avant, si tout va bien et que ça se fabrique et tout ça, ça ne sortira pas avant 3 ans minimum. Comment ta culture musicale a pu construire ta culture cinématographique et inversement? Alors, la question de la culture musicale et la culture cinématographique, c'est hyper intéressant comme sujet. Comment la culture musicale a pu construire la culture cinématographique? C'est marrant, mais j'aurais eu tendance à répondre dans le sens inverse. C'est plutôt... bon, déjà, c'est une interdépendance, hein. Je pense que la musique qu'on aime inspire la façon dont en l'occurrence, moi, j'écris mes scénarios, ou j'envisage des films, et évidemment aussi la musique du cinéma qui te fait découvrir des choses et qui enrichit aussi quelque part ta culture musicale. Donc c'est vraiment un va-et-vient, quoi. Et moi, alors c'est marrant parce que en fait, je pense que c'est fondamental par rapport à ma façon de voir les choses. Je soupçonne que vous me posez la question parce que je me suis beaucoup amusé dans mon P-Frisson à utiliser de la musique, des morceaux de pop, de plein de trucs, et à jouer rythmiquement là-dessus avec les monteurs parce qu'on s'amusait bien à faire ça. C'est quelque chose que, de la même manière que ma passion, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai compris petit à petit, vraiment très progressivement et même tardivement, j'ai envie de te dire. Je l'ai vraiment mesuré il y a quelques années, justement par rapport à OP, quand à un moment donné, j'ai essayé de faire des trucs et je me rendais compte que j'avais envie de rendre ça plus rythmé, que j'avais envie de jouer sur des extraits enchaînés par un montage musical, j'avais envie de faire des trucs, et puis là où ça a complètement libéré, c'est quand à un moment donné, pour des questions de droit à la con, hein, la boîte de prod m'a dit non mais maintenant on a un contrat genre pour une banque musicale, on paye tant par an, donc tu peux utiliser n'importe quel morceau que tu veux. Et là ça a été waouh. Et j'étais là, mais laisse tomber la musique du générique de OP, à chaque fois je vais mettre une musique différente, la musique va même orienter thématiquement l'émission, et donc c'est quelque chose que j'ai fait en fait naturellement par envie d'abord, et puis que j'ai conscientisé après, je me suis rendu compte que c'était dingue à quel point j'aimais ça. Et ta question, votre question, elle est marrante parce que du coup ça m'a fait réfléchir aussi en amont, et comme pour beaucoup de gens, je pense que les plus grands souvenirs cinématographiques que j'ai sont indissociables de la musique qui les accompagnait, quoi. Et que souvent, quand tu parles d'un moment bondant, un truc jouissif, quelque chose qui t'a fait monter les poils sur les bras et tout, ben c'est très 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 souvent lié à la gestion de la musique et du montage, quoi, la façon dont les choses sont amenées ensemble, et que probablement que je n'aurais pas eu autant d'impact en voyant Conan si il n'y avait pas eu la musique de Basil Poledouris, que j'aurais peut-être rarement autant aimé le Stallone de Rocky, le Stallone de Rambo, s'il n'y avait pas eu Goldsmith d'un côté, Bill Conti de l'autre, et que en fait c'est intrinsèquement lié. Pour moi, ça fait partie du cinéma. J'ai toujours considéré que le cinéma était quelque part de toute façon, c'est comme l'anneau qui les gouverne tous, quoi. C'était l'art qui les englobe tous. Ça peut être à la fois de la littérature, à la fois de la musique, à la fois de la peinture, à la fois du théâtre. Donc il y a tout réuni en un à travers le mensonge du montage, et que ce mensonge-là, il est manipulable à l'infini avec les images, avec les sons, avec la musique, et que tous ces éléments sont les éléments d'une partition, donc ils sont indispensables. Et donc pendant très longtemps, j'ai
je ne voyais que le cinéma par le bout de l'image, probablement, et de la mise en scène, de la narration, sans véritablement mesurer à quel point la musique était fondamentale. C'est dire que j'ai même plus remarqué, si tu veux, le travail sonore sur les Lynch au début et tout ça, avant même de me rendre compte, ce qui est d'autant plus marrant que je fréquentais des potes, des anciennes Mad Movies, tout ça, des gens comme Moïsakis, Rafik Djoumi, tout ça, qui eux, très tôt, étaient fascinés. Moi, j'étais gamin, j'achetais des BO, mais en fait, j'achetais des BO de musique de film, mais que j'écoutais pas vraiment, en fait. Je les achetais parce qu'elles correspondaient au fantasme d'un instant, d'un montage d'une scène que j'avais vue, où tout d'un coup, ça faisait un tout. Et c'était ça qui me transportait émotionnellement. Et voilà, je me suis mis à le comprendre plus tard, mais je n'ai pas le quart d'une millième de la culture musicale, cinématographique que peut avoir Rafik Djoumi, par exemple, qui est vraiment passionné de ça. Et voilà, mais clairement, je pense même que l'essentiel de ma culture musicale étant gamin, vu que j'avais des parents qui étaient très peu mélomanes, venait du cinéma. C'est-à-dire que je pense que j'ai découvert presque ce qui me fascinait le plus, ce qui me touchait le plus, c'était cette musique qui était associée à des images qui me faisaient fantasmer étant gamin. Puis en grandissant, bien évidemment, j'étais comme tout le monde, j'ai commencé à écouter de la musique, j'ai écouté des trucs improbables, comme on fait quand on est ado, on va dans les extrêmes, et puis après on redécouvre des trucs. Et puis j'ai développé petit à petit, et puis c'est quelque chose qui est devenu partie prenante de mon existence aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, la musique, j'aime tout, je suis pas du tout rigide, je peux aimer des morceaux hardcore, je peux aimer des morceaux classiques, je peux passer de la pop, de la soupe à des trucs plus pointus, enfin j'aime vraiment tout, et je suis presque, et c'est un peu terrible à dire, mais je suis presque aujourd'hui plus curieux de découvrir des morceaux de musique que de découvrir des films. Parce qu'il y a encore, j'ai l'impression, un océan vierge de ma culture musicale, que j'ai pas dans ma culture musicale, et que je retrouve un peu ce truc que j'adorais quand j'avais 20 balais, que j'étais à fond dans le cinéma, et où j'allais fouiller partout dans les vidéoclubs asiatiques pour trouver des films asiatiques, que j'allais m'enchaîner les classiques, que j'allais m'acheter, que je redécouvrais tout le cinéma des origines, le cinéma des années 20, des années 30, des années 40, et je bouffais le maximum de films que je pouvais voir, et j'avais cette avidité que j'ai un peu perdue aujourd'hui, par la force des choses, d'abord parce que j'en ai beaucoup vu, ensuite parce que ce que me propose le cinéma aujourd'hui, toujours des perles, c'est pas la question, mais m'intéresse moins. Et du coup, j'ai l'impression que je bascule plus vers ce territoire vierge pour moi qui est tous les champs possibles musicaux, et que voilà, il ne se passe pas une semaine sans que je découvre des groupes, sans que je découvre des genres, sans que je découvre des morceaux que je trouve mortels. Et voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus en train de faire gonfler ma bibliothèque iTunes que de faire gonfler ma bibliothèque DVD. Mais effectivement, c'est voilà, pour en revenir, je suis parti encore une fois trop loin, mais pour en revenir à cette question, voilà, je pense que c'était vraiment, ces deux cultures se sont nourries, et plus je me suis intéressé à la musique, plus après j'avais du mal à envisager le cinéma et même l'écriture d'un film sans la musique. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de scripts qui ne se feront sans doute jamais, mais dont je suis très très fier. Les scripts dont je suis le plus fier sont des scripts qui sont, même à l'écrit, intégralement pensés musicalement. C'est-à-dire que je joue sur ça en permanence. Je fais des scènes où la musique a un sens par rapport à l'action a un sens par rapport à la musique, et tout se répond, et tout se fait sur... En fait, plus j'avance, plus je me suis rendu compte que la question de la rythmique, le rythme était le plus important pour moi. C'est le plus important. Tu peux avoir une scène que tu as déjà vue 12 milliards de fois, qui est d'une banalité confondante dans son propos, la façon dont elle va être rythmée musicalement par le découpage, parce que des fois ça sans musique, mais j'appelle le découpage, c'est une musique, le découpage c'est clairement une musique, et que tout peut être transcendé là-dedans. Donc quand on te dit souvent le cinéma c'est l'art du découpage, oui, mais c'est l'art du découpage parce que c'est l'art du rythme en fait. Et ça c'est fondamental. Donc
Donc voilà, moi je peux plus dissocier les deux. Et même quand j'écris encore aujourd'hui, je sais régulièrement que j'ai au moins 2-3 scènes qui sont de vraies pures scènes musicales dans ce que j'écris, c'est-à-dire elles sont pensées par rapport à une musique précise. Et j'aime bien jouer là-dessus. Et j'aime bien jouer sur la temporalité d'une musique par rapport à la temporalité d'une situation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est devenu très important pour moi. Question 6. Quelle année a le plus marqué le cinéma pour toi? Alors, j'ai pas une année, honnêtement. J'ai pas une année, mais j'ai une période. Et enfin, une période, je sais pas. C'est un peu emmerdant comme question. Parce que je sais que tout le monde te dirait, ouais, en 82, c'était l'année du cinéma. Et c'est vrai, hein, on a beaucoup parlé l'année 82 avec tous ces films de genre qui sont par la suite devenus tous cultes. Et quand tu regardes, tu te dis, putain, tous ces films, ils sont sortis quasiment pendant un été de blockbuster aux États-Unis et ils sont quasiment tous devenus des œuvres cultes. Donc c'est vrai que c'est une année importante. Après, plus personnellement, mais parce que ça conjuguait plein d'autres choses que du cinéma, je sais que l'année 88, je crois, c'était. Ouais, 88, c'était une année assez ouf pour moi, parce que c'était la première fois de ma vie que j'allais en Californie. Donc déjà, mais ce rêve de gosse, puisque j'avais été passionné par le cinoche, donc partout où j'allais, je voulais revoir les endroits où avaient été tournés les films que j'avais vus, que ce soit Monument Valley, Los Angeles, tout ça. Et je me rappellerai toujours d'être allé, je me retrouvais à Palm Springs, je ne sais plus pourquoi, et je m'étais décidé un jour d'aller faire une journée de cinéma, justement, avec des films qui n'étaient pas sortis en France. Et je me rappelle avoir vu plusieurs films, alors je ne me rappelle pas tous les films que j'avais vus, mais je me rappelle de 2 que j'avais vu coup sur coup, qui étaient La Dernière Cible, le dernier Dirty Harry, avec Clint Eastwood, et Die Hard. Et surtout, donc, j'avais vu Die Hard, j'avais vu Piège de cristal. Et je me rappelle que j'étais sorti de la projo de Piège de cristal en étant complètement extatique, à tel point que le soir même, j'allais, parce qu'il n'était pas sorti en France en VHS, j'étais tombé sur Predator, sur une pauvre vieille télé américaine de merde, version premium, là tu payais pour voir des films, et je m'étais mis Predator et je l'avais filmé, j'avais essayé de l'enregistrer sur mon caméscope, et je l'avais enregistré du coup sur mon caméscope sans comprendre que c'était pas les mêmes formats. Et quand j'étais rentré en France, j'étais très déçu parce que c'était en NTSC, donc j'avais le film qui était pas net et qui était en noir et blanc et tout ça. Mais c'était une année qui m'avait marqué parce que peut-être, parce que c'était en même temps l'année où j'allais sur les lieux des films qui m'avaient fait fantasmer, et où en plus j'avais découvert des films qui étaient assez géniaux. Mais voilà, après si c'est des années cinématographiques, ouais, je pense quand même que 81, 85, c'était quand même ouf. Mais c'était ouf parce que j'ai fait ma culture aussi. Mais c'était ouf. C'était ouf pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est des trucs qui ont fondé mon amour du cinéma, quoi, clairement. Que ce soit Conan, l'Empire contre-attaque, les Aliens, les Commandos, les Gremlins, tout ce que tu veux qui était sorti à cette époque-là. C'était complètement fondamental pour moi. Donc ouais, je dirais plutôt, ouais, c'est ces années 80. Mais après, en voyant plein de films, en voyant aussi les films d'avant que j'avais pas vus, il y a des périodes qui ont été quand même assez exceptionnelles, dans les années 40, dans les années 60, dans les années 70, il y a eu des phases avec des films assez incroyables aussi, quoi. Ah, du coup, regrettes-tu le cinéma d'avant à celui d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, un truc qui m'énerve, qui m'a beaucoup énervé, et qui me donne envie de fuir en partie le monde, c'est la réalité, c'est que oui, clairement, c'était mieux avant. Et je l'assume d'autant plus qu'il y a une autre façon de le dire, qui n'est pas c'était mieux avant, c'était que c'était du cinéma. Et qu'aujourd'hui, c'en est plus. Donc je ne peux pas dire le cinéma était mieux avant, si je considère que le cinéma était et qu'il n'est plus. Donc évidemment, je parle en globalité, en généralité, et qu'encore aujourd'hui,
bien heureusement, il y a quelques réalisateurs à droite à gauche dans différents pays qui ont une envie de cinéma, mais du cinéma tel qu'on le définissait au préalable, un cinéma qui réfléchissait sa mise en scène, un cinéma qui racontait des histoires, qui avait un sens de ce qu'était la narration, les thématiques, les personnages, les arcs narratifs, les articulations narratives, qui avait une conscience du travail que ça représente de raconter une bonne histoire ou de filmer une histoire. Et que ça, dans sa grande majorité aujourd'hui, ça a quand même fondamentalement disparu pour mille raisons. Hein. C'est pas que des raisons d'évolution de l'industrie, d'évolution de la société, d'évolution de la consommation, d'évolution de plein de trucs, mais le paradigme a complètement changé. Donc quand on me dit, je reprends ta question, regrettes-tu le cinéma d'avant à celui d'aujourd'hui? Oui, je regrette le cinéma d'avant, cette période aujourd'hui tellement radicalisée idéologiquement qu'elle frôle le totalitarisme de la pensée. Donc je suis dans un monde où si tu veux, j'ai l'impression qu'on me laisse le choix entre une soumission absolue, définitive et impitoyable au politiquement correct, ou alors être rangé dans le camp des parias. C'est assez dramatique ce que nos sociétés sont devenues, et j'espère que tout est cyclique, donc tout changera un jour ou l'autre. Hein. Ça prendra peut-être du temps, mais ça changera un jour ou l'autre. Mais en attendant, comme le cinéma est souvent un symptôme de l'histoire dans laquelle il est, hein, donc c'est le produit d'une époque. Donc, le cinéma des années 50, c'était le cinéma des années 50, le cinéma des années 2020, c'est le cinéma des années 2020. C'est pas le même. Le cinéma est un produit social, donc est un produit politique, donc automatiquement il reflète il ne reflète pas toujours la doxa dominante, heureusement, mais il reflète toujours une époque, dans ses contradictions, dans ses absurdités, dans sa raison ou dans sa perte de raison, peu importe. Et c'est vrai que moi, personnellement, voilà, j'ai grandi, j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai aimé un certain cinéma. Et que ce cinéma-là, aujourd'hui, n'existe plus. Il a beau utiliser les mêmes catégories, même catégorisation, si tu veux. Toujours appeler ça blockbuster si on veut. On peut appeler un blockbuster aujourd'hui comme on appelait ça un blockbuster dans les années 80, sauf que ça n'a rien à voir, ni l'un ni l'autre. Et que le pire de cette époque étant, peut-être pour ça que je lui pardonne moins et que je lui en veux plus que de raison, c'est que si c'était un autre cinéma, autre chose, mais qui avait sa propre identité, qui avait sa singularité. Si je l'aime pas, c'est pas grave, mais il serait légitime. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que ce cinéma ne vit que, évidemment, dans l'ombre de celui qui l'a précédé. Et d'ailleurs, une grande majorité de la création artistique aujourd'hui, quelle qu'elle soit, picturale, littéraire, cinématographique, musicale, n'est que dans le dévoiement absolu des œuvres antérieures, dont pourtant elles revendiquent l'héritage. C'est un truc de dingue. C'est une inversion des valeurs totale. Et d'ailleurs, cette inversion des valeurs, cette inversion même sémantique, cette inversion de l'utilisation de mots pour définir les choses, tu la retrouves partout. Tu la retrouves politique, tu la retrouves idéologiquement, tu la retrouves partout. On utilise des termes qui avaient un sens il y a un temps et qui sont complètement retournés pour produire le contraire. Mais comme on utilise les mêmes termes, on se croit dans la lignée. Donc tout le syndrome aujourd'hui, ça va être de te dire je vais prendre quelque chose qui était devenu un mythe à une époque antérieure, et pour certaines raisons était-il devenu un mythe, mais
et on va faire croire qu'on en est l'héritier, tout en travestissant complètement le sens. Et c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant ce qui se passe. Ce qui fait que, quelque part, on me dénie la critique potentielle de ce qui est, sous prétexte que c'est un digne héritier de ce qu'il y avait. Or, moi, je défendais ce qu'il y avait et je ne peux absolument pas défendre ce qui est aujourd'hui. Et ce qui, surtout, se prétend être les fils spirituels d'eux. Alors, tu as des exemples partout, hein, mais... et puis, jusqu'à récemment, enfin, tu regardes n'importe quelle playlist aujourd'hui sur Spotify ou tu regardes n'importe quel blockbuster qui sort au cinéma aujourd'hui, bah, c'est toujours... Alors, c'est soit on reprend des morceaux qu'on bidouille et dont on dénature le sens, soit on va reprendre des franchises, parce que tu comprends, la franchise, c'est ce qui légitime la production de quelque chose, parce que ça correspond à un inconscient collectif ou aux algorithmes que Amazon te sort pour te dire « Ah, ça, les gens connaissent, donc vous pouvez faire un truc là-dessus. » Et où on en détruit le sens, à tel point que quand toi t'arrives et tu dis aux gens qui aiment Creed, qui aiment n'importe quoi, un Fast and Furious comme le dernier, ou qui aiment l'énième reboot qui est sorti, et que tu dis mais c'est une trahison absolue, les gens ne comprennent pas, ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus, parce que le nom, la franchise, je sais pas, serait, selon eux, une légitimation immédiate de la valeur de ce qu'ils font. Alors que c'est faux. Totalement fou. On prend des choses, on en conserve ce que ça représentait dans l'inconscient collectif en termes mythologiques, on le détruit totalement de l'intérieur, et on ne souffre d'aucune critique, parce que tu comprends, c'était... Attends, on vient de là. Donc bref, je m'emballe un peu, mais c'est ça que je supporte probablement le moins. C'est d'abord cette hypocrisie crasse, ce cynisme économique absolu, et probablement plus largement que ça, la médiocrité intellectuelle de l'époque qui fait qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que, comme producteur fasse des choses comme ça, ou producteur de musique ou d'autre, je comprends parfaitement l'intérêt et je vois la logique, et tant mieux pour lui. Ce que je ne comprends pas, ce que je suis bien obligé de constater, c'est que les gens qui sont les réceptacles de ça en bouffent et en redemandent. Pas que ça se fait à travers ce prisme-là. Je pense qu'on a créé un monde où c'est juste tu consommes pour consommer en fait. Ça a été comme ça depuis longtemps, mais alors là avec les plateformes de streaming, avec tout, on comble des manques, on comble des vides. La fiction n'a jamais été autant produite, il n'y a jamais eu autant de supports de diffusion de fiction. On est dans le Walmart, quoi, le carrefour de la culture, et tout est en discount, et tout se vaut, et tout se bouffe de la même manière, et que plus les gens... je vois les gens parler, des fois je me balade sur les réseaux sociaux, et je vois les mecs, c'est plus la quantité de ce qu'ils ont avalé que la valeur de ce qu'ils ont avalé qui leur importe. Donc c'est un discours de vieux con et je l'assume complètement, mais du coup je me reconnais plus du tout dans tout ça. C'est-à-dire que pour moi, ce qui a de la valeur, c'est pas ça, quoi. Donc, et puis je n'ai jamais consommé de la culture pour consommer de la culture. J'ai toujours cherché quelque chose qui peut me grandir là-dedans, quoi. Et pas quelque chose qui satisfasse mes bas instincts. Et sauf quand je regarde un Steven Seagal, bien sûr. Mais ça, je pense qu'on ne les regarde que pour ça. Mais voilà, c'est-à-dire que même aujourd'hui, où tu veux satisfaire ton plus bas instinct en te disant, voilà, je vais aller regarder The Rock et Jason Statham, ils vont se foutre sur la gueule, ça va être cool, ça va être badass, parce que c'est vendu comme ça, c'est vendu comme un film de bourrin. Et là, tu arrives et tu vois le truc, et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que vous faites exactement le contraire de ce que vous êtes censé faire, et vous prétendez pourtant le faire. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc, je n'y trouve même plus le plaisir débile que je pouvais trouver dans des séries B que je regardais avant. Et voilà. Bon, bref. Je me suis encore emballé avec le reste interview.
Donc regrettes-tu le cinéma d'avant à celui d'aujourd'hui? Oui, clairement. Mais tu sais, il y a toujours un truc aussi que je dis souvent aux gens qui me disent mais non, tu dis n'importe quoi, tout de suite, tatati, tatata. Je ne dis pas qu'il n'y a personne. Il y a plein de gens qui font des trucs super. Mais peut-être aussi que la problématique, elle est que dans la fragmentation totale des supports, puisqu'on se dirige vers des fictions niches, c'est-à-dire que les gens ne regardent que des choses à travers le prisme de leur intérêt. D'ailleurs, sur les plateformes de streaming, tu t'en rends bien compte, puisque eux-mêmes te font des catégories en fonction. Alors maintenant, tu as des catégories communautaires, les algorithmes qui décident ce qui est recommandé pour toi, les trucs, enfin, on t'enferme dans un vase clos qui fait que tu es dans ta niche, des choses qui te correspondent ou qui sont supposées te correspondre, ce qui t'interdit fondamentalement l'ouverture d'esprit vers autre chose. Il faut être motivé, avoir beaucoup de curiosité pour aller chercher au-delà de l'apparence, et la plupart des gens ne demandent pas ça, ils demandent à consommer une fiction pour se divertir, et je comprends bien qu'ils ne se fassent pas chier à aller découvrir des trucs obscurs. Mais aujourd'hui, va me citer aujourd'hui, même chez un cinéphile, mais je veux dire, 4-5 grands réalisateurs fondamentaux, jeunes d'aujourd'hui, comme on pouvait dire même avec un peu de prétention parfois dans les années 80, ah bah ouais, alors t'as Sam Raimi, t'as les frères Cohen, t'as Jim Jarmusch, et tu pouvais citer des mecs, des nouvelles vagues, entre guillemets. Aujourd'hui, les gens, ils connaissent les frères Russo, quoi. Et encore. Et parce qu'il y a encore Spielberg et Scorsese et Cameron et Peter Jackson qui sont vivants, mais c'est tous des mecs âgés, quoi. Où elle est la relève? Enlève-moi, moi je veux bien, moi j'adore, j'aime beaucoup je me rappelle jamais son nom, déjà c'est aussi. Le mec qui a fait La La Land, qui a fait Whiplash, tout ça, c'est un mec que je trouve hyper intéressant. Et il y en a 2-3, il y en a chez les Asiatiques, en Corée, qui sont super intéressants, tout ça. Mais voilà, ils sont pas fondamentaux. C'est pas des mecs, tu te dis, c'est des génies, comme à une époque on s'est dit, c'est des génies ces mecs-là. Donc je sais pas. Peut-être que je me gourre totalement, mais en tout cas, moi personnellement, le cinéma d'aujourd'hui, à de rares exceptions près, m'intéresse de moins en moins. D'ailleurs, les gens sont beaucoup moins intéressés par le cinéma que par les séries et que par autre chose. Ensuite, tu as réalisé un film, là, il y a bien longtemps, film de genre avec des zombies. Qu'as-tu tiré de cette expérience? Alors, j'ai tiré beaucoup de choses de cette expérience. Je ne vais pas toutes les étaler ici parce que c'est chiant. La première vraie expérience que j'ai tirée, c'est que c'est très compliqué de faire un film. Et qu'avant d'en avoir fait un, je pense qu'on ne mesure jamais vraiment la myriade de complexité, de contingences, de compromis à faire. Donc c'est très compliqué. Tu apprends aussi que fondamentalement tu n'obtiendras jamais ce que tu as rêvé d'obtenir ou de fantasmer. Moi je pense que je suis assez lucide sur la Horde, ni dans la fierté hypocrite, ni dans le rejet radical. C'est un film en tout cas, j'ai mis beaucoup de mois pour le faire, ça a été très compliqué, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. J'étais trop peu expérimenté comme mon co-réalisateur, on était tous les deux très ambitieux, très peu expérimentés, très naïfs. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi, pour des passionnés qui ont toujours tendance un peu à être asociaux comme nous, parce que les passionnés sont toujours un peu asociaux. Moi je suis pas un mec fondamentalement toujours à l'aise en société, tout ça. Benjamin à l'époque n'était pas non plus. Et voilà, et tu mesures après coup qu'en fait c'est énormément de gestion humaine, c'est du management en fait comme on dit aujourd'hui, mais c'est beaucoup de gestion humaine, c'est beaucoup de difficultés de faire aligner au niveau des autres ce que tu veux faire, de comprendre les soucis des autres, vraiment. C'est hyper compliqué. Gérer une équipe, c'est très compliqué. Après, je suis hyper content parce que c'est de l'expérience, parce que c'était intense, parce que j'ai eu la chance de faire un film, qu'on m'ait donné un petit peu d'argent pour le faire, qu'on a pu nous laisser la liberté de le faire. C'est génial. C'est une expérience qui restera toujours gravée dans ma vie, même si aujourd'hui, je la vois, comment te dire, je la vois comme
un truc de mec inconscient en fait. Je la vois comme un truc d'une autre époque. J'étais quelqu'un d'autre. J'étais vraiment quelqu'un d'autre. Et c'était. J'ai beaucoup changé depuis cette période-là. Donc je suis plus la même personne, j'ai plus les mêmes centres d'intérêt, je vois plus les choses de la même manière. Et que je vois une espèce de premier film de sale gosse avec plein de défauts partout, mais plein d'erreurs commises, plein de maladresses, mais aussi plein d'envie, plein de générosité, plein d'énergie. Donc voilà, je le regarde avec affection ce film. J'ai des fois même l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait. Tu vois, quand on m'en parle, quand je retombe sur le DVD dans ma bibliothèque, je me dis ah, putain c'est vrai j'ai fait ça. Et ça me fait bizarre. Donc c'est plus suffisamment proche de moi pour que ça me suscite des émotions trop marquées. Je le regarde maintenant avec distance, avec sourire, avec une pointe d'humour et puis surtout même de bons souvenirs, de me dire putain j'ai quand même fait ça dans ma life, c'est cool. Voilà, c'est cool d'avoir fait ça, c'était pas génial, c'était pas ouf, ça ne restera jamais dans les mémoires et ce sera jamais un grand film. Et puis bon, après je me dis des fois à une époque j'ai eu le regret de me dire ah, c'est con que j'ai pas enchaîné par un autre et tout, peut-être que je me serais probablement amélioré, perfectionné, mais les choses se sont pas fait comme ça, et puis j'avais d'autres centres d'intérêt aussi, et puis je suis pas un faiseur moi. Je suis pas un faiseur dans le sens, c'est d'ailleurs je pense pour ça que j'admire énormément ce que j'appelle moi les artisans du cinéma, les Zemeckis, les George Miller, tous ces mecs-là, il y a un amour véritable de la fabrication. Là où moi je pense que j'étais beaucoup plus un exégète, quoi, donc un passionné cinéphile et que je vivais probablement à l'époque dans un monde d'absolu qui n'a pas résisté à la réalité comme tous les absolus et qui fait que quelque part je me suis dit je me suis orienté plus vers l'écriture parce que c'était aussi quelque chose que je savais maîtriser plus facilement en réalité. Donc voilà, il y a des fois je me dis j'aurais peut-être dû enchaîner avec des films si j'en avais eu l'opportunité, ça s'est pas présenté pour moi, mais je l'aurais eu peut-être que comme tout le monde, comme souvent quand on parle avec mon pote Xavier Jans, lui sait que chaque film est une amélioration de son talent de metteur en scène. Il y a cet amour de la fabrication, il y a ce côté vraiment artisanal qu'il y a chez lui et qui est génial, quoi. Et que moi j'ai pas ce truc-là. Je pense que je suis peut-être plus solitaire dans ma tête aussi et j'ai peut-être davantage besoin de m'imaginer des choses un peu idéalisées. Enfin idéalisées, j'entends une version idéale d'une création. Et un film qui sort n'est jamais une version idéale d'une création. C'est une suite de contraintes et de compromis. Et quand ça sort un chef-d'œuvre, c'est miraculeux. Là où quand tu écris, avant qu'évidemment les producteurs te fassent écrire 27 versions à leur sauce, en tout cas la première chose que tu craches, c'est une chose qui correspond exactement à ce que toi tu voulais y mettre. Donc il y a une espèce d'absolu d'idéal là-dedans. Mais voilà, mais par exemple en ce moment je bosse dans le jeu vidéo et je découvre un autre univers qui est fait aussi de 1000 contraintes, de 1000 compromis et tout ça. Et j'y reprends plaisir à cet aspect de fabrication. Donc j'ai pas d'avis définitif en fait sur ça. C'était une expérience enrichissante en tout cas la Horde. Et je suis content d'en vivre une radicalement différente aujourd'hui, comme je serais peut-être très content, et sans doute très content si demain j'avais l'opportunité de faire un autre film. Je pense que j'aurais envie d'aller de nouveau dans cette fabrication pour essayer de voir comment je pourrais faire les choses différemment. Et puis avec mon expérience personnelle aussi qui a changé. Opération Frisson était-il définitivement terminé? Pourrait-on un jour voir l'émission revenir? Alors, dans la formule telle que vous la connaissiez, oui, c'est terminé, parce que de toute façon, Canal+ a mis un terme à de nombreuses émissions. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils étaient quelque peu en difficulté et qu'il fallait faire des coupes drastiques, mais c'était un peu le cas de beaucoup de chaînes. Donc là, ils se sont débarrassés de toutes les petites émissions, un petit peu comme ça. Non, nous on a eu la chance qu'on nous ait donné la possibilité d'en faire une dernière, ce qui n'était pas gagné, parce que au départ, j'avais tourné la dernière saison l'année dernière en juin, et on a annoncé ça, je crois, en juillet, que c'était terminé, ça ne revenait pas à la rentrée. Mais ça faisait chier pas mal de gens, ça faisait chier les gens de la boîte de prod, ça faisait chier les gens
de la chaîne elle-même de Cinéma Frisson, qui nous avait soutenu quand même pendant toutes ces années-là. Donc ils se sont démerdés pour qu'on ait la possibilité d'en faire une dernière, donc c'était cool. Donc je pense qu'en l'état, non, elle reviendra probablement pas, en tout cas je pense pas sur Canal+. Ailleurs non plus, je pense pas. Je pense que c'est terminé, définitivement. Maintenant, il ne faut jamais dire jamais, tu sais jamais ce qui peut se passer. Demain, tu peux avoir un mec qui m'appelle et qui me dit ah non, mais j'ai vachement envie de refaire une opération Frisson. Donc, je pense que je dirais oui, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de faire opération Frisson, mais c'est un vrai espace de liberté. C'est voilà, un des moyens que j'ai pour m'exprimer, ben, comme on disait, transmettre des choses que j'adore en cinéma et musicalement aussi. Mais peut-être que si je le faisais, si je le refaisais, je le ferais moins collé à l'actualité. Peut-être que je reviendrais plus sur une forme de cinéphilie, de parler de films dont j'ai jamais eu l'occasion de parler, plus ou moins anciens, peu importe. Mais c'est un truc qui me tenterait assez. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité. Et puis, comme même ça le serait, il faudrait que je trouve le temps de le faire aussi, parce que j'ai quand même plus beaucoup de temps. Hein. On connaît ton amour pour Spielberg, les frères Cohen, mais pourquoi? Qu'aimes-tu dans leur cinéma? Alors là, je vais te dire tout de suite, les mecs, si vous voulez que cette interview dure 6h30, je réponds à cette question longuement, mais je ne vais pas le faire parce que là, c'est pas possible. Pourquoi j'aime Spielberg et les frères Cohen? C'est trop vaste, parce que là, les frères Cohen, vous n'êtes pas sans savoir que c'est parmi mes réalisateurs préférés, Spielberg aussi, et puis j'en ai tellement parlé pendant les années précédentes, aussi bien quand j'écrivais à Positif que dans les OP Frissons. Je crois que j'ai quasiment chroniqué à chaque fois tous les films de Spielberg et probablement tous les films des frères Cohen. Donc pourquoi je les aime tant? La véritable raison, elle est comme pour tout dans ce genre de truc, elle n'est pas intellectuelle, elle est viscérale. Hein, parce que c'est des cinéastes où chaque film que je voyais, c'était des films qui me transportaient émotionnellement, parce que ça me marquait, parce que j'en rêvais la nuit par la suite. Mais après, si je peux dire les choses de manière synthétique, je dirais que si tu veux, Spielberg a longtemps été... En fait, tu prends Spielberg, tu prends les frères Cohen, pendant très longtemps, malgré certaines apparences et certaines accointances, ils étaient quelque part dans des spectres complètement opposés. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Spielberg était pour moi, c'était le cinéma du sensible, quoi, le cinéma sensitif absolu, le cinéma des tripes, le cinéma que je n'analysais pas, mais que je vivais intensément de l'intérieur. C'est-à-dire Spielberg était le premier mec qui me projetait dans des univers, des histoires, des mondes où en une seconde et demie, j'oubliais que j'étais sur un siège dans une salle de cinéma et j'étais happé. Donc c'est quelque chose c'était quelque chose de viscéral, là où les frères Cohen, pendant très longtemps, évidemment, chacun de ces cinéastes a évolué aussi à sa manière, est devenu un petit peu différent, mais là où les frères Cohen, pendant très longtemps, ont été pour moi, des cinéastes de la stimulation cérébrale, stimulation intellectuelle. C'était pas... alors, ça ne veut pas dire que je ne le ressentais pas au niveau des tripes. Moi, la première fois que j'ai découvert les frères Cohen, c'est quand je suis tombé par hasard sur Canal, sur Arizona Junior, et je l'ai vécu d'abord comme un Tex Avery, donc je l'ai vécu forcément de manière très, très viscérale, comme une espèce de rail jouissif, mais immédiatement, et son final, je l'avais perçu comme ça, et ça s'est reproduit immédiatement dès que j'ai rattrapé 100%, et puis dès que j'ai couru au cinéma voir Miller's Crossing, et puis avec évidemment pour moi le pinacle qui était Barton Fink, et c'est des films qui me faisaient rentrer de manière viscérale par une mise en scène que je trouvais génialissime, par des personnages que j'adorais, par une musique qui me transportait, tout ça, mais où j'y voyais immédiatement les multiples layers, quoi. C'est-à-dire qu'immédiatement, je voyais la première lecture, une deuxième lecture, une troisième lecture, une quatrième lecture, et je n'en mesurais pas l'ampleur thématique, l'ampleur intellectuelle, mais je la ressentais. C'est les premiers mecs qui m'ont fait ressentir au cinéma, si tu veux, l'émotion l'émotion philosophique. Je sais pas comment on peut le dire. Je dis stimulation intellectuelle, mais c'est émotion philosophique. C'est-à-dire que et Spielberg, ça ne veut pas dire que Spielberg était un cinéaste viscéral qui n'avait
rien à dire, mais c'était pas la première chose qui me pénétrait. Forcément, enfin, tu vois les dons de la mer, tu vois les E.T., tu vois les Indiana Jones, c'est l'émotion que tu ressens en premier, quelque chose qui monte et qui est incontrôlable et que tu n'analyses pas. Là où les frères Cohen, c'était pas cette émotion-là, c'était de la jouissance. C'est-à-dire que j'avais immédiatement je ressentais une mise en scène jouissive. C'est-à-dire que c'était l'enchaînement des plans, la façon dont étaient scénographiées les scènes qui me procurait un plaisir immédiat, et parce qu'elle créait aussi cette distance qui te permettait de voir la profondeur des multiples sous-textes. Et aussi parce qu'immédiatement, chez les frères Cohen, tu as toujours un élément, tu as toujours un nom de personnage, tu as toujours un écriteau sur un décor, un cadre de la caméra, un mouvement de caméra, où tout de suite, tu es dans le sens. Tout de suite, ça produit du sens. Ça te dit, attention, ça veut dire quelque chose. Et donc ça devient, les frères Cohen devenaient très rapidement une espèce de puzzle à déconstruire et à reconstruire sur ces multiples niveaux. Et pour moi, ce qui m'a totalement transporté, ça a été Barton Fink. Parce que Barton Fink était à la fois joué sur tous ces tableaux à la fois. Et c'était immédiatement un film qui était iconoclaste et porteur de sens et à la fois jouissif à regarder. Donc voilà, enfin, il y a mille raisons pour lesquelles j'aime les frères Cohen, et puis c'est pour ça, là, je ne rentre pas dans la dimension analytique du truc, parce que j'ai beaucoup écrit dessus, et que c'est toujours des histoires de liberté conditionnelle chez les frères Cohen, et qu'il y a des thématiques récurrentes dans tous leurs films, et chez Spielberg aussi, mais c'était pas, voilà, si tu veux, je les adore, mais comme j'adore d'autres cinéastes, en tout cas, ceux-là me produisait autant de fascination et de plaisir, mais pas du tout sur le même registre émotionnel. Et voilà. Donc voilà pourquoi je les adore. Puis parce que, excuse-moi, mais Spielberg, voilà, c'est peut-être le plus grand metteur en scène du monde, mais dans le sens premier d'une mise en scène sensible, c'est-à-dire de la manipulation de l'image pour créer des illusions, et que c'est un maître absolu en la matière. Moi, rares sont les metteurs en scène, parce que qu'est-ce que c'est le cinéma si ce n'est qu'une version moderne de la tradition orale? On te raconte des histoires, et la manière dont il les fabrique, dont il les raconte, sont probablement celles qui produisent le plus d'émotions, qui, chez moi, produisait le plus d'émotions. Spielberg, ça te transporte émotionnellement. C'est plus grand que toi. C'est plus grand que toi dans l'amour, c'est plus grand que toi dans la peur, c'est plus grand que toi dans l'amitié, dans la compassion, dans la bienveillance. C'est hallucinant à ce niveau-là. Là où les frères Cohen, c'est des malades. Mais c'est la reblardise que j'aime. La reblardise parce qu'elle est puissamment supportée par un intellect de fou. Parce que c'est des mecs brillants. C'est des mecs brillants, les frères Cohen. C'est-à-dire, eux, c'est pareil, c'est une manipulation d'image, mais c'est un jeu permanent avec le spectateur. Spielberg prend le spectateur, l'amène et l'oriente pour produire ce qu'il cherche à produire. Les frères Cohen jouent avec en permanence. Ils te jouent sur les contradictions de sens, des contradictions d'émotions. C'est de l'iconoclasme pur. D'ailleurs, même si Spielberg est un type qui a toujours revisité avec déférence le cinéma du passé, les frères Cohen, eux, l'autopsient, ne le revisitent pas. C'est-à-dire qu'ils le prennent, ils le décortiquent, ils en ressortent les codes, les archétypes, et ils jouent avec ça. Et ils jouent avec ça dans ton rapport d'adhésion à ces codes, à ces archétypes-là. Donc il y a un travail sur ce qu'on appelle l'induction sémantique chez les frères Cohen qui est proprement ahurissant, et qui en font, à défaut des réalisateurs peut-être les plus populaires des 40 dernières années, en tout cas des plus stimulants intellectuellement, vraiment. Donc voilà ce que j'adore chez eux, grosso modo.
Nous sommes de grands fans de Carpenter chez Art de Cinéma. Nous savons que tu aimes aussi les œuvres du réalisateur. Que penses-tu de Big John et de sa filmographie? Je pense comme vous, les gars. C'est-à-dire que pendant même longtemps, j'ai dit que probablement dans les 40 dernières années, mes cinéastes, alors là, c'est des points de vue intimes, Spielberg est un grand réal, mais je suis un inconditionnel de Scorsese, je suis un inconditionnel de Cameron, je suis un inconditionnel de George Miller, je suis un inconditionnel de Joe Dante, donc je déteste hiérarchiser tous ces mecs-là, mais Carpenter, bam, pour moi, il est fondamental. Il est fondamental parce que, si tu vois, pour répondre à votre truc précédent, si la stimulation intellectuelle, c'est ça que me fournissent, m'ont longtemps fourni les Cohen, et puis le plaisir ludique, et si Spielberg c'est l'émotion, le sensible, l'immersion, alors Carpenter, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Mais l'attitude dans le sens qu'a le terme américain. Et quand Carpenter, c'est mon au-delà même du cinéma, j'ai envie de te dire, c'est une espèce de modèle de comportement, quoi. C'est un punk, et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore. Et tous ces films transparaissent là-dessus, font transparaître ça, je veux dire. Moi, ça fait partie de ces rares réals, comme les frères Cohen, comme d'autres, hein, mais ces rares réals qui n'ont quasiment eu aucune faute de goût dans leur filmographie. Pour moi, j'aime quasiment tous les films de Carpenter, hormis les derniers qu'il a fait parce qu'il était trop vieux, qu'il était devenu un petit peu amer, quoi. Beaucoup d'amertume chez Carpenter sur la fin, mais c'est dommage, mais voilà, à un moment donné, on a tous sorti le mot badass, mais voilà, si t'as bien un réalisateur qui est badass, c'est Carpenter. Si t'as bien des films qui sont badass, c'est les films de Carpenter. C'est à la fois un géant de la mise en scène et en même temps un mec qui rentre dans l'art en permanence. C'est un Friedkin sous un autre registre. Tu vois, c'est des mavericks, ces mecs-là. C'est des vrais putains d'artisans anticonformistes qui rentrent dans l'art et qui se laisseront jamais démonter, quoi. Et c'est des gens qui ont toujours joué avec le système, toujours joué avec les studios pour obtenir ce qu'ils avaient envie d'obtenir. Et quand ils se cassaient la gueule, ils faisaient de l'emprisme de l'autre côté, mais ils ne démordaient pas de leur attitude, quoi. Et ils ne démordaient pas de leur façon de voir les choses. D'ailleurs, un des trucs, je crois, qui moi m'a fait plus rire de ma vie, c'est, et je le dis tout le temps aux gens qui ne l'ont jamais écouté, mais matez-vous le commentaire audio de Carpenter et de Kurt Russell sur les aventures de Jane Burton. Enfin, c'est monumental. Et là, tu vois la personnalité des mecs, et d'abord, tu vois que c'est des super potes, et tu vois que c'est de la fuck you attitude en permanence, et moi j'adore ça. Mon héros ultime, c'est Snake Plissken, quoi. Ça ne sera jamais quelqu'un d'autre, quoi. C'est vraiment... c'est seul contre tous, quoi. Et voilà, et moi, dans ma petite vie, la petite personne que je suis, je me reconnais dans ces modèles-là, quoi. Et Carpenter, c'est mon modèle de vie, presque plus que mon modèle de cinéma, si tu veux. Donc, il a fait potentiellement... Tu vois, quand on te dit, j'admire Spielberg. Je pourrais pas et j'aurais pas envie de faire des films comme ceux de Spielberg ou de l'imiter. J'adore les frères Cohen, mais j'aurais pas envie de ça, de le faire. S'il y a un truc que j'aurais aimé faire, c'est aimer faire les films de John Carpenter. C'est cette carrière-là, moi, que j'aurais rêvé d'avoir étant gamin, quoi. D'ailleurs, souvent, on me faisait remarquer, c'est-à-dire à quel point c'est marqué dans ma tête, c'est qu'on me faisait remarquer que la Horde, tu vois, moi, au début de la Horde, quand j'ai été interviewé par des journalistes, les mecs me disaient « Ah, vous avez pris le même postulat que Assaut de Carpenter », ce qui est une évidence, hein. Ce qui est absolument une évidence. Mais je ne me rendais pas compte. Je ne l'ai même pas fait consciemment. Quand j'ai écrit le script, je ne l'ai pas fait consciemment. Ça voulait dire à quel point c'était dans ma culture ancré en moi comme un absolu de ce qui me faisait kiffer. Et donc du coup, je pense que ce que moi j'aurais aimé faire, c'est des films de Carpenter. C'est des films à Carpenter. J'aime tout.
sur New York 97, Fog, Halloween, mais tout, Zélif, Trace des Ténèbres, Christine, enfin, tout. C'est déjà et The Thing, qui est probablement le plus grand film d'horreur qui a jamais été fait. Donc voilà. Donc je vous réponds de manière un peu rapide, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, là tu t'attelles quand même à des mecs aussi où je ne crois pas que dans mon Frisson, j'ai raté un seul film de Carpenter non plus. Je crois que j'ai parlé d'absolument tous ces films, et à chaque fois j'étais dithyrambique. Donc je suis un inconditionnel du Big John. Le fameux penses-tu faire une chaîne YouTube facultatif? En fait, je suis une flemmasse, c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de me taper. En fait, moi, je veux bien faire une émission, tu vois, je veux bien écrire les textes et la présenter. Et tout ce qu'il y a à faire autour me casse les couilles, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'organiser, j'ai pas envie de produire un truc, j'ai pas envie de trouver de l'argent pour le faire, voilà, j'ai pas envie de m'emmerder avec tout l'aspect technique d'une émission, d'un truc sur YouTube. Je pense que l'émission Au Frisson, elle marchait bien aussi parce qu'elle était, elle marchait bien surtout parce qu'elle était soutenue par des putains de monteurs. Certains des monteurs seraient prêts à me suivre, mais faire une chaîne YouTube, voilà, faut la financer, il faut financer ces gars-là, il faut avoir du matos, il faut trouver le moyen de payer des bons monteurs et tout ça, bon voilà, moi je vais pas, et puis voilà, et puis il faut du temps, donc moi j'aurais des gens qui seraient prêts à organiser le truc, je le ferai. Tant qu'il n'y en a pas, je le ferai probablement pas tout seul dans mon coin parce que j'ai déjà beaucoup d'autres choses à faire. Donc je souhaite longue vie et bonne chance au groupe Art de Cinéma. Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui étaient des fans d'OP Frisson et je sais qu'il n'y a plus d'émission, c'est pas très grave, tant que vous pouvez en perpétuer votre passion du cinéma, c'est ce qui est le plus important, surtout aujourd'hui, hein, où on nous offre quand même de la bouse à longueur de métrage, d'avoir des gens qui vraiment adorent le cinéma, l'analyse, le défendent, et surtout ça va en faire ressortir à la quintessence, c'est ça qui est plus important. Donc je vous souhaite de faire plein d'émules, d'avoir plein de gens qui rejoignent votre groupe et continuer à parler de cinéma, parce que quand on parle de cinéma, en réalité, on parle de la vie. Voilà, sur ce, ciao tout le monde.